Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 22e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Merci d'être avec nous pour ce moment d'échange et d'enrichissement mutuel. Toutes mes excuses pour ce petit retard. Nous avons eu un tout petit problème technique au démarrage. Ça arrive de temps en temps sur Internet. Je voulais remercier particulièrement Thomas Hibert qui est avec nous ce soir, qui est le cofondateur et CEO de DNA Script, une jolie petite pépite française. Elle a été notamment sélectionnée dans la French Tech 120. C'est une entreprise en très forte croissance. Je crois que vous avez désormais, si je ne me trompe pas, un peu plus d'une soixantaine de salariés répartis entre la France et les États-Unis. Thomas. Alors ce soir, ce qu'on va faire, c'est un peu comprendre d'abord la techno de DNA Script, et on va faire, comme d'habitude, une petite quinzaine de minutes, 15-20 minutes d'intervention en questions-réponses. Et puis ensuite, la parole sera aux participants de cette conférence pour voir quelles sont leurs préoccupations et comment est-ce qu'ils souhaitent comprendre, est-ce qu'ils souhaitent savoir à propos de DNA Script et de son implication notamment dans Covid-19. Voilà, donc peut-être première des choses, Thomas, merci d'être avec nous aussi, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de DNA Script, pourquoi, sur quel marché et comment vous en êtes arrivé à créer cette société? Oui, tout à fait. Bonsoir Jean-Bernard, bonsoir à tous et merci, merci pour cette invitation. Donc la genèse de DNA Script est la suivante. Donc moi, j'ai pas mal travaillé à la fois dans la pharma et dans la biologie synthétique, notamment pour Sanofi et Total. Et dans ces deux univers, et particulièrement dans la biologie synthétique, le but était de développer des projets de biocarburants. L'accès à l'ADN de synthèse est extrêmement important. C'est extrêmement important puisque en fait, l'ADN de synthèse va nous permettre de programmer ou reprogrammer des systèmes biologiques, et ça va être à la base de la plupart des projets dans ces deux industries, mais même au-delà de ces deux industries-là. Et en travaillant dans ces projets-là, je me suis bien rendu compte, surtout que j'ai pas mal passé de temps dans la région de San Francisco, là où il y a beaucoup de choses qui se développent d'un point de vue informatique logiciel. Et j'ai fait un parallèle en fait par rapport à l'itération, à la capacité d'itération dans cette industrie de l'IT versus la capacité d'itération dans l'industrie dans laquelle j'étais et je suis toujours, qui est l'industrie des sciences de la vie. Et cette capacité d'itération qui est extrêmement rapide permet effectivement de faire des grandes choses et d'aller vite dans des projets, de créer énormément de valeur. Et en biologie, cette capacité d'itération, elle est limitée par l'accès notamment à de l'ADN de synthèse. Aujourd'hui, l'ADN de synthèse est accessible uniquement par commande, c'est-à-dire on commande par Internet, avant on commandait par téléphone. Quelqu'un le synthétise pour vous et on le reçoit par la poste. Et donc tout ça, ça veut dire que quelqu'un doit prendre en compte votre commande, doit la synthétiser et ensuite doit l'envoyer. Il y a toute une chaîne logistique derrière. Ce n'est pas vraiment intégré, ce n'est pas vraiment contrôlé. Et donc la vision qu'on avait à l'époque et qui est toujours la même chez DNA Script, c'est de permettre aux gens d'avoir vraiment accès et un contrôle total à leur ADN de synthèse, d'avoir quelque chose dans leur laboratoire, là où ils en ont vraiment besoin, qui va leur permettre d'accéder à cet ADN de synthèse dont ils ont besoin pour faire avancer leur projet. Du coup, on envisageait d'avoir un instrument, un système, et on envisage toujours d'avoir un système qui sera placé dans les labos, dans les équipes de recherche, que ce soit académique ou industrielle, et qui permettrait à ces équipes d'avoir directement accès à cet ADN de synthèse. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir placer un appareil qui va être utilisable facilement par tout le monde dans des conditions totalement standards, sans avoir d'équipement supplémentaire, sans devoir contrôler des paramètres particuliers, il nous a fallu repenser totalement la façon dont l'ADN était synthétisé et imaginer une synthèse d'ADN enzymatique plutôt que chimique comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un petit peu la genèse de l'idée et de la société.
Bien, et donc aujourd'hui, où en êtes-vous des développements? Parce qu'on a vu qu'il y avait une forte poussée, effectivement. Vous avez levé 11 millions d'euros en tour A, vous avez levé ensuite, je crois, 35 millions d'euros en tour B. Vous avez aussi un financement de l'agence américaine IARPA de 23 millions de dollars. Donc, où est-ce que vous en êtes? Tout à fait. Sans oublier le tour site quand même pour les investisseurs qui nous ont Ouais. fait confiance au tout début de 2,5 millions avec Sophie Nova et Kurma. Alors, où on en est aujourd'hui euh, alors, on a commencé par imaginer, donc on a commencé par le design de la technologie et de la vision, c'est-à-dire du produit. On a passé les 4 premières années à développer cette nouvelle technologie, cette technologie enzymatique de synthèse de l'ADN, puisque ça n'existait pas avant qu'on y arrive. D'autres, on a des concurrents qui s'intéressent à ça, bien évidemment, mais c'est vrai qu'avant 2014, concrètement, les gens qui travaillent sur la synthèse enzymatique de l'ADN, ça n'existe pas, c'est vraiment émergent. Donc, on a vraiment développé cette technologie à un point où aujourd'hui, on est suffisamment avancé pour en faire, pour la transformer en un vrai produit, notre premier produit. Donc, on en est vraiment dans cette phase de développement produit. Et la phase qui va venir après, bien évidemment, sera la phase de commercialisation de ce premier produit et donc de génération de revenus pour l'entreprise. Donc, on a fait le design to techno et aujourd'hui, on est techno to product et demain, on sera product to revenue. Ok. Comment est-ce qu'on gère parce que vous êtes qualifié de société en hyper-croissance, comment est-ce qu'on gère une société en hyper-croissance en pleine crise, hein, comme on la connaît avec Covid-19? Alors, je pense plusieurs choses. Il faut savoir énormément anticiper. Nous, on avait anticipé sur des mesures, par exemple, de confinement, sur des mesures de restriction. Donc, on essaye de se tenir informé au maximum pour pouvoir anticiper et adapter ça à notre fonctionnement et à l'entreprise qu'on est. Ça, c'est sûr. Le plus gros impact aujourd'hui pour nous, c'est vraiment les partenaires extérieurs, hein, quels qu'ils soient, et l'interaction avec ces partenaires extérieurs-là. Donc là, c'est pareil, il faut pouvoir anticiper et faire en sorte que si ces interactions sont plus lentes ou ne vont pas se faire dans l'intervalle de temps qui avait été pensé, ben, il va falloir faire en sorte de soit trouver des partenaires alternatifs, soit allouer un temps plus important pour faire en sorte que ces partenaires-là puissent répondre. Mais c'est vraiment cette anticipation-là dans tous les sens du terme, donc au niveau du financement, au niveau du plan opérationnel et au niveau évidemment de la gestion des employés et de leur sécurité. La production aujourd'hui d'ADN par voie enzymatique, donc c'est votre spécialité. Le marché global, quel est-il? Qu'est-ce qu'il représente dans la santé? On va rester dans la santé. Alors, le marché global de l'ADN synthétique aujourd'hui, c'est environ 2 milliards de dollars annuels pour l'ADN de synthèse, purement la partie ADN de synthèse. Mais les marchés qui sont sous-jacents à ce marché-là sont potentiellement bien plus importants, avec des facteurs 10 au minimum là-dessus. Je vous donne un exemple. Quand tout le marché du séquençage et le fait d'obtenir des informations génomiques sur des patients va utiliser de l'ADN de synthèse pour justement faire en sorte de cibler les gènes à séquencer, de cibler le séquençage en lui-même pour faire en sorte qu'on puisse séquencer plus de personnes sur un seul run ou au contraire qu'un run donne plus d'informations intéressantes si on cherche une maladie particulière. Et tout ça se fait grâce à de l'ADN de synthèse, c'est-à-dire que chaque run de séquençage implique énormément, dans certains cas, d'ADN de synthèse pour justement cibler, faire de ce qu'on appelle du targeted sequencing, cibler les gènes ou la partie du génome qui est intéressante. Donc ça, c'est un exemple qui est aussi utilisé dans la pharma, mais également dans la recherche, où l'ADN de synthèse est une enabling technologie qui permet en fait à beaucoup d'autres choses d'être soit aussi performants, soit même d'exister. C'est vraiment les marchés sous-jacents aussi qui nous intéressent, parce qu'on pense en faisant en sorte que la synthèse d'ADN soit démocratisée et arrive dans tous les laboratoires, on pense pouvoir démultiplier ce marché qui aujourd'hui est déjà élevé et avec une croissance rapide, mais qui demain sera encore plus.
Le parallèle à ça, c'est vraiment l'introduction du NGS, c'est-à-dire des Next Generation Sequencing Technology telles que Illumina ou 454 ou Ion Torrent, qui a en fait multiplié la taille de marché par 10 dans le séquençage qui était fait avant avec une technologie différente, qui était la technologie Sanger, qui est restée la technologie de référence pendant des dizaines d'années. Deux questions complémentaires sur le marché. D'abord, quelle est la part de marché que vous espérez prendre? Et ensuite, quel est le modèle économique selon lequel vous vous développez? C'est de la location, de l'équipement, comment est-ce que vous gérez tout ça? Tout à fait. Alors, sur la part de marché, ça va, je pense qu'on n'est pas encore assez avancé pour savoir exactement la part de marché qu'on va prendre. Et puis, notre premier produit ne va pas pouvoir remplacer toutes les commandes d'ADN de synthèse en un seul coup. Ce sont les évolutions de ce produit-là qui, au fur et à mesure, vont avoir la capacité de prendre une part de marché extrêmement importante et pourquoi pas un jour prendre toute la part de marché sur ce type de technologie, pas forcément pour DNSCRIPT, mais au moins pour la technologie enzymatique de synthèse avec un modèle décentralisé en ayant les instruments chez les clients. Même s'il y aura sûrement des instruments qui tourneront toujours chez des CRO ou des CMO qui auront un intérêt à faire ça comme un service. Alors après, pour répondre à votre question sur le business model, il est relativement simple à comprendre. On vend des instruments, donc ça c'est une vente donnée, et ensuite une vente récurrente des réactifs, donc des cartouches qui vont sur notre imprimante ADN, afin d'avoir un revenu récurrent et de permettre aux clients évidemment de faire de la synthèse à façon comme ils veulent. Juste avant de passer à des questions plus spécifiques sur Covid-19, parce qu'il y a aussi des développements que vous faites dans ce domaine-là, vis-à-vis de sociétés telles que celle d'Emilio Leproust et autres, quel est le périmètre de votre compétition en fait, et qu'est-ce que vous avez de très original par rapport à toutes ces sociétés qui sont aussi dans l'ADN de synthèse et qui sont autour de vous? Tout à fait. Alors, pour répondre sur l'originalité, c'est vraiment le cœur de notre technologie, l'utilisation d'enzymes à la place de réactifs organiques de chimie pour faire la synthèse. Cette utilisation d'enzymes va permettre deux choses en même temps. La première, c'est avoir accès aux meilleures performances, et la deuxième, c'est permettre l'accès à ces technologies à n'importe qui. L'idée, c'est pas d'avoir un PhD en chimie organique pour pouvoir faire une expérience de synthèse faire un run en fait de synthèse d'ADN avec notre technologie. L'idée, c'est juste d'appuyer sur un bouton et d'utiliser une machine qui est extrêmement simple. Le parallèle à ça, c'est il faut un tout petit peu de compétences, mais on est loin d'avoir besoin d'être expert pour faire une expérience de PCR. Pourquoi? Parce qu'en fait, grosso modo, c'est l'enzyme qui fait le gros du boulot, et ce sont les capacités catalytiques de l'enzyme qui permettent de faire en sorte que cette réaction-là marche très très bien. Pour la synthèse d'ADN de novo, comme celle qu'on réalise avec notre machine, l'idée est la même, d'utiliser la puissance des enzymes pour permettre d'avoir accès aux meilleures performances de synthèse sans être un expert et sans avoir de matériel expert là-dessus. Pas de matériel pour contrôler l'utilisation de produits chimiques tels que des hottes chimiques, ou pas de souci pour faire en sorte, une fois la synthèse terminée, de jeter les effluents et tout ce qui est solvants organiques qui sont extrêmement embêtants et qui ont fait en sorte que tous les gens ont jeté leurs oligosynthétiseurs des années 80 et 90 à la poubelle parce que ça ne les intéressait pas en fait d'utiliser ce genre de technologie qui n'est pas perçue comme propre et simple à utiliser. Donc, voilà vraiment l'aspect extrêmement différent. Ensuite, pour répondre à votre question sur les concurrents tels que les nouveaux entrants tels que Twist et Emilio Leproust, alors d'un point de vue technologique, en réalité, on est extrêmement complémentaires. Parce que notre biochimie, c'est-à-dire notre technologie enzymatique de synthèse de l'ADN, elle peut être appliquée à beaucoup d'instrumentation ou d'automatisation en général. Et le fort de Twist, c'est d'avoir développé ce qu'on appelle une inkjet printer, c'est-à-dire une solution pour synthétiser les fragments d'ADN en parallèle extrêmement parallélisables, c'est-à-dire plus d'1 million de fragments d'ADN en parallèle. Et leur solution hardware, c'est-à-dire
d'instrumentation pourrait être compatible avec la technologie enzymatique de DNScript. Donc, d'un point de vue technologique, en réalité, on est extrêmement complémentaires de ces personnes-là. Ensuite, d'un point de vue business, en réalité, aujourd'hui, si on reprend l'exemple de Twist, Twist fait surtout des quantités d'ADN qui sont faibles, c'est-à-dire plutôt de la femtomole, oui, plutôt de la femtomole, voire en dessous. Nous, on va plutôt se mettre sur une quantité de matière autour de la picomole ou de la nanomole qui va permettre de réaliser plusieurs dizaines, voire centaines d'expériences avec un run de notre machine. Donc ça va être la grande différence. Donc ça veut dire que Twist et Emily, ils ciblent des marchés qui sont compatibles avec la quantité d'ADN qu'ils font. Et en plus de ça, ils ont un service pour faire des fragments extrêmement longs après assemblage. Nous, on va d'abord cibler les gens qui ont un besoin de quantité plus importante avec, on va dire, une parallélisation moins importante. Donc, on va démarrer comme ça. Et puis après, on verra par rapport à ce qu'on peut faire comme développement. Parce qu'encore une fois, comme on peut appliquer notre technologie enzymatique à plusieurs types d'instrumentation et d'automatisation, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire sur des choses qui permettent énormément de parallélisation comme le Fouet Twist ou même Agilent. Bien. Alors, autre point, et j'en ai parlé dans une précédente question, on parle de Covid-19. Vous allez et vous êtes au cœur du combat sur deux pistes différentes. D'abord, le repérage des mutations et puis ensuite le diagnostic. Alors, développez-nous ces deux pistes grâce à votre technologie. Tout à fait. Alors, donc c'est des choses qu'on a vraiment vécues, c'est-à-dire on a été contacté par des groupes à la fois aux États-Unis et en Europe et notamment en France pour les aider sur deux types d'applications par rapport au Covid-19. La première application, c'est l'application de détection et surtout de monitoring de mutations par rapport au virus. Donc l'idée, c'est de faire un peu ce que je disais avant, l'explication sur le séquençage ciblé. C'est de pouvoir avoir des panels, c'est-à-dire des oligos, des primers d'ADN qui vont pouvoir cibler des régions du virus qui vont être monitorées pour pouvoir savoir s'il y a eu des mutations et comment est-ce que le virus a évolué par rapport aux zones géographiques et par rapport au temps. Donc ça, on a été contacté par différents groupes pour pouvoir leur envoyer l'ADN nécessaire à réaliser ces expériences de séquençage ciblé de façon à monitorer au plus vite le virus dans leur zone géographique et par rapport à la souche qu'ils avaient en face d'eux chez les patients qui testaient, par rapport à la souche de référence. Cette application-là, ça va être en fait l'introduction de la seconde application à laquelle on a contribué, qui est le développement de tests de dépistage diagnostique du virus. Donc, ces tests, ils sont très souvent basés sur des technologies de type PCR ou amplification de l'ADN. Donc, l'idée, c'est d'amplifier l'ADN du virus, d'abord transformer l'ARN du virus en ADN et puis amplifier cet ADN et obtenir un signal. Alors, on peut faire classiquement du TaqMan, qui est de la PCR quantitative, mais il y a également d'autres types on va dire de réactions qui permettent soit d'avoir un signal plus rapidement, soit d'être plus robuste dans le sens où les échantillons qui sont utilisés peuvent être un petit peu plus sales et on va quand même avoir un signal. Ces tests-là, ils sont basés sur une technologie qui s'appelle LAMP, LAMP, qui a été développée il y a plusieurs années. Je n'ai pas exactement la date, mais ça existe depuis pas mal de temps. Mais par contre, ces tests-là, il faut pouvoir designer l'ADN qui va rentrer dans le fonctionnement du test de manière la plus optimum possible pour ne pas avoir de faux positifs, donc pour être suffisamment sensible pour pouvoir détecter le virus, mais ne pas non plus détecter n'importe quoi, donc être spécifique et suffisamment sensible. Et donc, ça demande des itérations. Le premier design marche rarement, il faut itérer sur ces designs. Et c'est là où une technologie comme celle que l'on développe et notre produit répond exactement à cette demande-là, puisque dans les laboratoires, même coupés du monde, même en pleine crise, quand il n'y a plus de chaîne logistique, les gens pourront, et c'est ce qu'ils nous ont demandé,
synthétiser ces primers-là pour mettre au point les premiers tests et s'assurer qu'on a de quoi détecter le virus. Donc, on a été contacté par plusieurs groupes avec plusieurs technologies différentes et on leur a justement envoyé, comme la machine va être prête dans quelques mois, mais aujourd'hui, elle n'est pas complètement prête. On a fait tourner les prototypes chez nous, qu'on a chez nous, pour leur envoyer le plus rapidement possible. Quand c'était des groupes à Paris, c'était extrêmement simple, l'ADN pour qu'ils puissent justement mettre au point ces tests. Et aujourd'hui, ces tests ont été mis en point en partie grâce à notre contribution. Il y a des difficultés particulières que vous rencontrez sur ce virus, sur Covid-19 ou pas? Alors, nous, de notre côté, pas vraiment, mais c'est vrai que pour la synthèse pure d'ADN et pour les applications que je vous ai données, mais pour les personnes à qui on a envoyé cet ADN, donc les difficultés qu'ils ont rencontrées, c'est premièrement le fait que le modèle centralisé, c'est-à-dire les fournisseurs d'ADN classiques, ne pouvaient pas répondre à leurs demandes. Ils n'ont pas été capables de répondre à leurs demandes. Soit parce qu'ils étaient trop pressés, soit même parce qu'ils étaient affectés au niveau opérationnel. Le deuxième problème, c'est que les unités de production sont centralisées et il en existe un nombre limité dans le monde. Ça veut dire qu'il faut une chaîne logistique pour apporter l'ADN là où il est synthétisé jusqu'au client final. Et ces chaînes logistiques, on le sait tous, elles ont été mises extrêmement à mal, surtout au début de l'épidémie. Et donc ça a été un vrai problème avec des délais qui étaient, au lieu de 3 jours, 3 ou 4 semaines. Donc là, dans l'urgence, ce n'est pas possible. Ensuite, on a eu le retour d'autres problèmes liés aux contaminations. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, soit parce que ces fournisseurs d'ADN classiques n'ont pas arrêté de synthétiser des contrôles positifs qui doivent rentrer aussi dans le développement de tests, soit parce que les employés qui travaillaient là-bas étaient eux-mêmes contaminés avec le Covid, même sans que ça leur pose de graves problèmes de santé. À la fin, ce qui se passe, c'est que les entrepôts ou les unités de production de l'ADN sont totalement contaminés avec cet ADN-là, puisqu'il y a des aérosols qui traînent un peu partout. Et du coup, les primers qui sont envoyés pour mettre au point les tests, voire même pour utiliser les tests, sont eux-mêmes contaminés par de l'ADN ou de l'ARN de Covid-19. Et du coup, malheureusement, ces tests-là, ils ressortent toujours positifs quand ils sont contaminés et c'est un vrai problème. Et donc, il y a certains des gens avec qui on a collaboré sur ces sujets-là, notamment la mise au point de tests, qui nous ont rapporté que c'était un vrai problème de commander des fois de l'ADN sur les fournisseurs classiques parce que cet ADN arrivait contaminé de l'aveu même des gens qui sont censés le produire pour eux. Voilà. Donc ça, c'était également un problème qu'on n'avait pas anticipé, mais qui est un problème également qui vient du modèle centralisé dans ce genre de cas qui sont critiques, mais qui existent réellement. De fait, pour vous, c'est une très belle opportunité que de pouvoir montrer votre efficacité dans ce moment de crise où on vous demande de la réactivité très forte. Alors oui, mais on aurait quand même préféré que cette crise n'existe pas, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect positif pour notre entreprise qui est une validation de notre vision, notamment de notre vision produit et nos propositions de valeur et les propositions de valeur de ce produit-là. Une validation aussi du fonctionnement de nos oligos, c'est-à-dire que l'ADN qu'on envoie a été utilisé avec succès par ces équipes, donc il fonctionne. Et ça, c'est une validation en plus sur le terrain sans préparation. Donc, on savait déjà sur pas mal d'applications, mais par exemple, l'application LAMP, on ne l'avait pas testé avant. Évidemment, on a répondu le plus rapidement possible et ça a marché du premier coup. Donc, on était extrêmement content de ce résultat-là. Et c'est également une opportunité pour nous de valider nos opérations, c'est-à-dire le fait que l'entreprise puisse délivrer en urgence avec une bonne qualité, une bonne réactivité, ces produits-là pour aider la communauté. En fait, ça aussi, c'est une vraie validation opérationnelle. Et en retour, vous avez une vue sur les mutations du virus? Alors nous-mêmes, on n'a pas eu tous les résultats de l'étude et des différentes études. Et on n'est pas du tout expert, on n'est pas du tout virologue ni rien, mais de ce qu'on a compris, ça a contribué. Après, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, moi, de mon côté, parce que ça sera plutôt les gens qui ont utilisé l'ADN qui eux, pourront commenter sur l'utilité de leurs expériences ou pas.
Bien, merci pour ce moment d'interview passé ensemble. Nous avons fait largement le tour de l'activité. Il me reste quelques questions à vous poser, mais je vais laisser parler la salle maintenant. Si nos participants veulent bien prendre la parole et vous questionner sur DNAscript et sa techno et ses développements. Bonsoir Thomas, Pierre Launay. Je dirige une start-up qui est une spin-off de l'INSERM. On fait des anticorps monoclonaux à visée thérapeutique et c'est vrai qu'on a besoin d'une technologie de rupture pour l'expression de nos protéines et notamment des anticorps. Je voulais savoir quelle taille d'ADN vous êtes capable de synthétiser. Est-ce que vous pouvez synthétiser 12 kb, l'équivalent d'un plasmide? Et est-ce que votre techno, avec des enzymes, vous avez des risques d'erreur qui puissent s'introduire dans la synthèse? Et comment vous contrôlez ce type de rendement? Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous, on se focalise pas sur la synthèse de fragments extrêmement longs, on se focalise sur la synthèse de primers et d'oligonucléotides. Notre premier produit pourra aller jusqu'à 60 nucléotides. On a démontré qu'on était capable, avec notre technologie, d'aller à près de 300 nucléotides. Il n'y a pas de problème, mais on préfère développer un premier produit qui soit extrêmement robuste et donc limiter la synthèse à 60 nucléotides. Alors, au niveau du taux de fidélité de notre technologie, on est à des niveaux de fidélité qui permettent totalement l'utilisation de nos primers dans beaucoup d'applications, notamment toutes les applications dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire PCR, PCR, LAMP, tout ce genre d'applications. Nos oligos ont été testés. Ils ont été testés d'ailleurs conjointement avec des oligos du commerce pour s'assurer que ça fonctionnait bien. Donc dans toutes les applications qu'on a testées, et même visiblement celles dans certains cas qu'on n'avait pas testées avant, comme l'application LAMP, on a une qualité d'oligo qui fonctionne pour ces applications-là. La façon dont on monitore la qualité des oligos, l'appareil en lui-même ne va pas monitorer la qualité des oligos parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir un spectro de masse ou même une machine NGS hyper compliquée derrière. Hein. On veut faire en sorte que les gens aient accès aux oligos dont ils ont besoin en quelques heures et que la machine ne coûte pas 1 million d'euros. Donc, il n'y aura pas de monitoring fin des erreurs, mais il y aura des aspects logiciels pour faire en sorte que les séquences soient screenées avant, puisqu'on connaît très bien ce que la techno peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire encore aujourd'hui, mais ce qu'elle pourra sûrement faire dans le futur. Et donc, on aura un screen de ce qui sera synthétisable de manière simple ou de manière plus compliquée, pour faire en sorte qu'à la fin, soit on redesign la séquence si on pense qu'elle va poser problème, soit au contraire que l'outcome soit exactement celui qu'on espère. Très bien. Et en termes de coût, comment vous vous positionnez par rapport aux technologies existantes? Alors, ce qui est clair, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne veut pas aujourd'hui se battre sur le coût. Nous, on offre, notre proposition de valeur, c'est de pouvoir contrôler sa synthèse d'ADN, l'avoir chez soi, dans son laboratoire, avoir quelque chose d'extrêmement rapide, 7 heures au lieu, dans certains cas, 7 jours, voire même plus. Donc, ça va être vraiment ça notre proposition de valeur. On ne va pas non plus pricer de façon à ce que ça soit 10 fois plus cher que ce qui existe, mais on est en train de regarder pour se mettre à peu près dans les coûts de la synthèse qui existe aujourd'hui. Ça, c'est pour le départ. Et puis, on verra un petit peu comment ça va évoluer dans la suite par rapport à l'évolution de notre produit, des capacités technologiques et des performances de notre produit, et aussi l'évolution du marché, de la demande sur la partie de la proposition de valeur qui est la plus importante pour certains des clients. Ok, je vous remercie. Merci pour cette question. Une autre question dans la salle. Oui, Sébastien Stoixner, Gen Search. Bonjour Sébastien. Bonsoir. Justement, Jacques Bernard, vous parliez du contrat avec les États-Unis. Je crois que c'est du stockage de données sur de l'ADN. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la techno autour et le principe et l'ambition?
Oui, bien sûr. Bonsoir et merci pour cette question. Alors, le projet en lui-même, c'est effectivement un projet qui est l'idée par l'IARPA, donc c'est la partie intelligence des États-Unis, du gouvernement américain, qui, via cette agence, finance des projets un petit peu avancés. Et le sujet de ce projet-là, le cadre de ce projet, c'est le stockage de données informatiques en ADN. Ce projet-là, on va dire que l'agence IARPA a financé 2 consortiums sur ce projet-là. Un consortium qui est mené par Twist au niveau industriel et un consortium qui est mené par DNAscript au niveau industriel, donc 2 consortiums différents. Donc Twist utilisant sa technologie utilisant la technologie classique de synthèse chimique et DNAscript apportant la technologie de synthèse enzymatique. Avec DNAscript, on a le Broad Institute qui est là pour intégrer un petit peu toutes les différentes parties technologiques et matérielles. Et on a Harvard pour tout ce qui est partie puce CMOS, puisqu'on utilise la technologie CMOS pour arriver au taux de parallélisation qui est nécessaire, et Illumina pour la partie séquençage. Voilà. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, donc l'idée, c'est de pouvoir stocker 1 terabyte de données en 24 heures. À la fin, c'est d'avoir un système complet qui puisse stocker 1 terabyte de données en moins de 24 heures et le relire donc sur un support ADN. Donc nous, l'intérêt pour nous, c'est d'avoir accès déjà à du financement et ensuite à des partenaires pour développer une technologie de parallélisation de la synthèse qui va nous amener à des ordres de grandeur qui sont 10 fois, 100 fois, voire 1000 fois supérieurs à ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, c'est un intérêt énorme pour nous parce que si on peut démontrer ne serait-ce que 10% de ce qui se passe, de ce qu'il y a, de ce qui est demandé pour le stockage de données, ça a déjà un intérêt dans les sciences de la vie qui est énorme. Donc pour nous, pouvoir démontrer que notre technologie peut s'appliquer à ce taux de parallélisation-là et avancer dans le développement, ça a un intérêt énorme pour l'entreprise. Et le fait d'être français n'est pas un problème pour travailler avec un organisme, un consortium américain? Alors, dans le cadre de ces grandes IARPA et DARPA aussi, si je ne me trompe pas, tous les pays, enfin les entreprises de n'importe quel pays sont admissibles. Donc, le fait d'être français et européen n'est pas du tout un frein. Ce qui est clair après, c'est que il faut une certaine reconnaissance, il faut pouvoir montrer qu'on apporte quelque chose. Et ça ne va pas être une surprise quand on est français par rapport aux Américains. C'est toujours, on vient toujours avec, on va dire, un discount par rapport à ça. Donc, il faut montrer qu'on est encore plus excellent que les autres. Mais sinon, d'un point de vue formel, il n'y a aucun problème à pouvoir participer à ça en étant une entreprise française. Et comment vous avez identifié ce projet initialement? Tous ces projets-là sont publics. Nous, on regarde de façon très active toutes les possibilités de financement. Ce qu'on appelle le DNA Data Storage, c'est-à-dire le stockage de données en ADN, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps et qu'on monitore. C'est une application extrêmement intéressante. Si la technologie existe un jour et qu'elle délivre sa promesse, elle résoudra clairement un problème identifié. Après, on ne peut pas miser tout le business model de DNAscript sur cette application-là, parce que cette application-là est encore futuriste. Et il reste beaucoup de barrières à lever pour voir un jour un vrai marché industriel autour de cette application. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir y contribuer. Et c'est pour ça qu'on a aussi participé à ça. Merci. J'avais une question complémentaire sur le stockage de données. Quel type de données stockez-vous? Jusqu'où allez-vous? Là, pour le coup, l'intérêt du programme, c'est de pouvoir utiliser n'importe quel type de données, que ce soit des fichiers images, vidéos, textes, encryptés. En fait, c'est assez bien fait, les grands IARPA. Ils ont des jalons d'atteinte d'objectifs avec ce qu'ils appellent des stress tests, où en gros, le stress test, il nous donnerait une quantité de données en différents fichiers qui pourraient avoir des natures
très, très différentes. Et l'idée, c'est de pouvoir les stocker en ADN, puis les convertir en ADN, mais physiquement, donc avoir vraiment l'ADN qui est le code, et puis ensuite retrouver les données à partir de cet ADN-là. Et tout ça en un temps donné et avec un coût également donné sur la machine, le prototype qu'on développerait avec le consortium dont je vous ai parlé. Voilà. Et de fait, ce stockage, son intérêt, est, outre la capacité, c'est un stockage, c'est la stabilité. Quels sont les vrais avantages? Alors oui, l'idée de stocker des données dans l'ADN est relativement ancienne. Hein. Ça a été formalisé dans les années 60. Encore une fois, il y a beaucoup de barrières. Il y a la synthèse, le stockage physique des échantillons d'ADN et même le séquençage. Parce que quand on y pense, aujourd'hui, des entreprises comme Illumina, avec leur technologie, sont à $1000, voire même, allons-y, $100 par génome séquencé. Il faut savoir que la capacité de données en termes de data pour un génome humain, c'est 700 mégabytes. Donc, on n'est quand même pas… en gros, c'est un film en mauvaise qualité. Disons, on est très, très loin du DVD ou du Blu-ray. Donc, $100 pour retrouver une donnée, cette quantité de données-là, ça reste encore cher. Donc, même le séquençage, en fait, va devoir s'améliorer, entre guillemets, où on va devoir trouver des formats technologiques pour améliorer cet aspect-là. Alors, ceci dit, le stockage de données en ADN a quand même énormément d'intérêt. C'est pour ça que les gens s'y intéressent et que les gouvernements dépensent de l'argent, ou même les privés dépensent de l'argent aussi, notamment pour la stabilité. Il faut savoir qu'effectivement, stocker de la donnée en ADN, surtout de la donnée froide, va permettre en fait un archivage quasiment infini dans le temps par rapport à la stabilité de la molécule, au contraire des stockages sur bande magnétique ou sur disque dur qui doivent être remplacés, quoi qu'il arrive, tous les 5 ans ou 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut refabriquer ces bandes magnétiques et refabriquer ces disques durs tous les 5 ans ou 10 ans. Et au bout d'un moment, on stocke tellement de données qu'il n'y a même plus… Certains prédisent qu'il n'y aura même plus assez de matières premières ou même d'énergie électrique, parce que ça met en œuvre le silicium, pour pouvoir avoir accès aux matériaux qui vont nous permettre de générer ces nouvelles bandes magnétiques et ces nouveaux disques durs. Donc, dans le futur, on va avoir un vrai problème par rapport à la stabilité des supports aujourd'hui employés. Ensuite, il y a l'aspect aussi… le stockage sur l'ADN est inerte. Il n'y a pas besoin d'énergie pour conserver la donnée sur l'ADN. C'est une molécule inerte. Si elle est stockée dans un endroit, il n'y a pas besoin d'apporter de l'énergie pour qu'elle soit stockée, contrairement, encore une fois, aux bandes magnétiques et surtout aux disques durs. Et enfin, la densité de stockage dans l'ADN est énorme, puisqu'on est quasiment au stockage au niveau moléculaire, au niveau atomique, à la dizaine d'atomes en réalité par base, alors que le stockage sur disque dur ou sur bande magnétique est déjà, c'est un stockage seulement en 2 dimensions, contrairement à l'ADN qui est en 3 dimensions, et c'est un stockage qui met en jeu beaucoup plus d'atomes et donc a une densité beaucoup moins importante. Et ça peut avoir des implications, par exemple, si on veut, je sais pas, avoir des projets d'envoyer des gens sur Mars, étant donné le temps des communications, si on veut qu'ils aient un énorme background de données, on va préférer qu'ils les aient en ADN, qui sera quelque chose d'extrêmement dense et peu lourd, plutôt que d'avoir des serveurs entiers ou des disques durs là-dessus. Donc la densité de données est aussi est un aspect extrêmement important pour l'ADN comparé à d'autres moyens de stockage. On est sur quel horizon de concrétisation de ce genre de découverte? Ce que je peux vous dire, c'est que le projet YARPA est sur 4 ans. Il a démarré en début d'année 2020. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un impact par rapport au Covid. Mais je pense que d'ici 5 ans, 5-10 ans, c'est quelque chose qui pourra être concrétisé. Merci. Une autre question. On a un moment passionnant d'échange. Il est 19h43. Une dernière question? J'avais juste peut-être un dernier point.
vous êtes déjà en quelques années, vous montez à 65 salariés. Finalement, le modèle, c'est de passer ETI. Vous êtes à la vitesse de construction d'une ETI française. C'est bien Oui, ça? Vous êtes dans ce modèle-là? Tout à fait, c'est vrai qu'on a une grande croissance. On a fait une levée de fonds, donc, comme vous l'avez dit, en avril, donc il y a un an, en fait, tout juste. Cette levée de fonds-là, le déroulé du plan n'est pas complètement fini, donc on continue à accroître. La R&D et toute la partie technologie est à Paris et restera à Paris. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait croître toute la partie développement produit qui, elle, se passe dans la région de San Francisco, et également toute la produit opération, manufacturing opération, donc qui vont nous permettre de supporter nos premières machines et les premiers clients ou les premiers partenaires qui vont nous accompagner lors de ce développement de produit et de notre programme d'évaluation. Et pareil, l'idée dans le futur, ça sera aussi de développer une force de vente. Et donc, tout ça va nous amener effectivement à un effectif qui va, je pense, dépasser les 100 personnes. Et une dernière question de Sébastien Steusner, c'est en complément, quelle est votre stratégie de sortie? Vous voulez dire pour les cofondateurs ou, certainement vis-à-vis des investisseurs et des cofondateurs. Okay. Je comprends. Nous, en fait, on a créé DineScript avec en tête la trajectoire d'une entreprise comme Illumina, qui est pour nous, dans plein d'aspects différents, une sorte de modèle, c'est-à-dire une nouvelle technologie qui permet vraiment des choses qui n'étaient pas là avant, un business model d'instruments et de réactifs, et on va dire une position dominante sur le marché dans lequel cette entreprise évolue. Donc la trajectoire de sortie pour nous, elle est calquée sur une entreprise comme Illumina, c'est-à-dire un développement jusqu'à une introduction en bourse, et pour permettre un développement futur. Donc c'est vraiment ça qu'on a en tête pour devenir vraiment le leader de la synthèse d'ADN via le modèle décentralisé, via l'imprimante ADN. Bien, merci Thomas pour toutes ces réponses. Ça a été vraiment précis, enrichissant. J'espère que nos participants ont apprécié cet échange. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Nous continuons évidemment, comme tous les soirs, notre série de conférences. Demain soir, c'est Bernard Gilly qui est GenSight. On passe dans la thérapie génique, l'ophtalmologie. Bernard Gilly est aussi le créateur d'un fonds qui s'appelle eBionext, qui avait levé, je crois, quelque chose comme près d'une centaine de millions d'euros pour financer des innovations de rupture. Je tiens vraiment à vous remercier. Si vous pouvez répondre à notre questionnaire concernant ces conférences pour nous dire ce que vous en pensez et comment vous les voyez évoluer après la crise. On en fait une tous les soirs depuis maintenant plus de 3 semaines. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Thomas encore pour cette intervention très riche. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée. Merci Jacques Bernard. Bonne soirée. Oui, merci Thomas. Au revoir à tous. Au revoir.